Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que c'est banal parce qu'on a confondu des affaires qui ne devraient être jamais confondues. Surtout, l'idée de se préoccuper de ce qui est fait et bien fait. Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. Pendant qu'on parle beaucoup de ce que les États-Unis ont comme rapport avec nous, le Canada ou le reste du monde, il y a des affaires internes et notamment, il y avait cette crainte d'une espèce de blocage budgétaire là, qui s'est produit à quelques reprises dans l'histoire des États-Unis. Les choses ont bougé? Les choses ont bougé, c'est important parce que on parle d'une possible récession, de ce que les marchés sont en panique et vont plutôt vers le bas que vers le haut. S'il avait fallu ajouter à tout ça un arrêt des opérations du gouvernement, une fermeture du gouvernement, comme c'est déjà arrivé, c'est jamais la fin du monde, mais évidemment, ça a beaucoup d'effets. Ce qui veut dire que pendant quelques jours, les employés ne reçoivent plus leur paye. Là, c'est sérieux aux États-Unis quand on dit qu'on vote pas le budget puis qu'on le débloque pas, on sort plus les payes le jeudi, là. Oui, et en fait, c'est même pas sur le budget qu'on s'entend pas, parce que là, c'est la capacité à juste faire en sorte que la machine tourne, parce que le budget, on s'est pas encore entendu là-dessus, c'est fondamental, c'est l'acte créateur de tout ce qui va se passer au cours des mois qui vont suivre, parce que sans budget, tu connais pas les directions de l'État, et on n'en est même pas là, on est simplement à dire, il faut qu'on autorise débloquer des crédits. Les dépenses courantes. Exactement. Et je le traduis dans notre langage au Québec ou au Canada, là. Oui, c'est vrai, débloquer des crédits. On parle de continuation dans le langage américain et ça donne des psychodrames depuis des années. Monsieur Trump a fait face à certains lors de son premier mandat. Le gouvernement a même été fermé pendant plusieurs jours. Donc, c'est sans être dramatique, ça peut être grave. Et là, on était dans une situation où le gouvernement aurait pu fermer ce soir. C'est pas encore tout à fait réglé. La Chambre des représentants a voté, mais par une très courte majorité, 2 ou 3 voix. Et chez les républicains, dans l'équipe de Trump, dans sa gang, il y a beaucoup de gens qui disent, nous, on veut arrêter de pousser en avant le problème de la dette, du déficit, et on voudrait plutôt que de repousser en avant, stopper, puis justement faire les choix difficiles. On a réussi pour l'instant à faire en sorte que la discipline, qui n'est pas assurée aux États-Unis, on n'est pas dans un régime parlementaire anglais, on a réussi à faire en sorte que la discipline soit respectée et qu'une courte majorité se dessine. Au Sénat, c'était plus compliqué parce que ça prend davantage qu'une majorité de 50 plus 1. Ça prend une majorité capable de contourner ce qu'on appelle la marge d'obstruction, le filibuster. Donc, 60 votes. Ce qui implique, puisque les républicains sont 53, que 7 démocrates se joignent à la fête. Et les démocrates disaient, nous, on n'a pas envie de jouer dans ce film-là. En ce moment, on aimerait bien arrêter Trump. Et je pense que les démocrates, effectivement, se cherchent. Et là, c'était une occasion, sinon, qu'il aurait été responsable, les démocrates, par leur refus de faire en sorte que la machine du gouvernement fonctionne. Et après beaucoup de menaces, M. Schumer s'est rallié, c'est le patron de la majorité au Sénat de la minorité au Sénat pour les démocrates, s'est rallié en disant il allait trouver assez de votes démocrates pour faire en sorte qu'on ait les 60 qu'il faut pour éviter une fermeture, même temporaire. Et c'est là que tu amènes le rôle d'un personnage, le vice-président J.D. Vance, qui aurait joué un rôle d'opérateur dans cette affaire-là? C'est-à-dire que J.D. Vance joue un rôle d'opérateur partout au Congrès pour le président. Puis en fait, je voulais partir de là, sans rentrer dans tous les détails, et aussi souligner une autre anecdote dont on n'a pas beaucoup parlé au Canada, mais qui est significative. Sinon qu'il y a 2 semaines, on avait été très sensible au fait qu'il avait été hué quand il est allé pour une vacance de ski au Vermont, pas très loin de chez nous. Et là, c'est au Kennedy Center hier soir qu'il a été hué, accompagné par sa femme, allait à un concert, et en arrivant dans sa loge, une partie du public s'est mis à la huer pendant une trentaine de secondes. Et de mémoire, j'ai pas de souvenir de vice-président qui engage. J'avoue que c'est comme, mettons-nous à Montréal, t'es à la Place des Arts, salle Wilfrid Pelletier, ou encore à la Maison Symphonique, parce que le Kennedy Center, c'est vraiment la musique symphonique. Il arrive dans sa loge, puis une foule de gens qui sont pas des badauds, là. C'est des gens qui ont payé un billet pour aller voir un grand concert, le vice-président. Ça démontre un peu de tension dans le pays quand même. Comme tu dis, un peu. Des gens qui attendent dans le froid au Vermont, le long de la route, pour le huer et lui montrer, pancarte à la main, leur mécontentement, que ça se passe à Washington,
qui est un lieu beaucoup plus consensuel qu'on aime le décrire. C'est-à-dire que démocrates et républicains s'envoient à l'occasion des insultes, mais se retrouvent généralement souvent au même party, aux mêmes soirées, et font, je sais pas si c'est la fête ensemble, mais arrivent à bien vivre ensemble. Et là, t'as ce gratin washingtonien qui fait presque un doigt d'honneur au vice-président. Et comme je te disais, j'ai pas de souvenir beaucoup de vice-présidents qui génèrent de pareilles passions. Puis à côté de ça, t'as un homme qui, en coulisses, a énormément d'ascendant. Ça s'est joué en partie cette semaine au Congrès parce que Trump ne voulait pas que les opérations du gouvernement soient stoppées. On présume que J.D. Vance, qui était jusqu'à récemment sénateur, ça faisait pas longtemps, ça faisait que 2 ans, mais il a développé son réseau là-bas au Congrès, a joué un rôle. Il a certainement joué un rôle déterminant dans l'opération qui a permis de faire passer tous les candidats du président à des postes importants, des postes clés. On disait, souviens-t'en, jamais Kennedy sera confirmé. Kash Patel au FBI, c'est totalement improbable. Et moi, la variable qui me semblait la plus improbable, c'était Tulsi Gabbard au renseignement pour des raisons qui font que républicains et démocrates étaient inquiets de sa candidature. Or, tout est à peu près passé. Dans certains cas, il a exercé son pouvoir, c'est-à-dire que c'est en votant, dans un cas de figure où il y a 50 sénateurs pour, 50 sénateurs contre. C'est arrivé une fois ou deux, où c'est lui qui a fait la différence. C'est d'ailleurs le seul pouvoir d'un vice-président, by the way. Quand tu regardes la Constitution, un vice-président, c'est une potiche qui est stand-by au cas où le président meurt ou pour d'autres raisons, est incapable d'exercer ses fonctions. Sauf que on est dans le dernier mandat, dans l'histoire récente, dans le dernier mandat, Mme Harris faisait peu de choses. On lui avait donné un mandat sur la frontière mexicaine. On n'a jamais trop su ce qu'elle a fait vraiment. Alors là, ce que tu nous dis, c'est que c'est un vice-président qui a 2 mains dedans, qui est dans les opérations, fait arriver les affaires, fait arriver les votes au Congrès, convainc des gens, tord des bras au besoin, je suppose. Là. Évidemment. Évidemment, et c'est une figure intéressante parce que on ne doit pas sous-estimer l'influence qu'il a, l'influence intellectuelle sur la direction générale des politiques de M. Trump. J'ai souvent dit pendant la campagne, quand on s'était mis à rebours à rire un peu de lui, parce qu'au départ, tout le monde avait dit hey, c'est un intellectuel, il est brillant, il va faire quelque chose comme une grosse différence. Puis au fil de la campagne, comme il n'a pas été nécessairement l'orateur le plus flamboyant, on s'est tous mis à dire finalement, il est peut-être pas si influent, il sera peut-être pas le facteur différentiel. Or, je pense qu'il l'a été souvent parce qu'il articulait mieux que le président les instincts politiques de celui-ci. T'sais, Trump souvent a des flashs, a des idées, qu'on les aime ou pas, ça n'a pas d'importance, mais Vance, systématiquement, a réussi à rendre ça cohérent et à vendre la salade partout sur le sentier de la campagne électorale, et c'est un peu l'arc intellectuel autour duquel se construit cette présidence. Fait qu'on peut pas parler juste d'une présidence Trump. Je pense que c'est vraiment une présidence Trump-Vance avec nécessairement le souci de voir si en 2028 et bien avant, il sera pas le dauphin qui pourrait prolonger cette révolution qui n'est pas une révolution républicaine, mais qui est une révolution MAGA. Ouais. Stéphane, tu as mentionné là, en parlant du vote là, les votes qui ont eu lieu et qui vont avoir lieu sur les crédits budgétaires, les démocrates qui se cherchent. Tu as utilisé l'expression les démocrates qui se cherchent. Je te lance la question parce que je te jure, on la reçoit de beaucoup de gens qui nous écoutent. Puis où sont les démocrates? Les gens se demandent ça. Les gens, évidemment, les gens d'ici sont habitués à un système parlementaire comme le nôtre. L'opposition est en face. Puis quand le gouvernement fait toutes sortes d'affaires, des coupures qui paraissent sauvages dans la fonction publique, les gens s'attendraient à voir les Obama, les Kamala Harris, tout ce qu'il y a de démocrates connus, les Buttigieg ou d'autres. Les gens s'attendraient à les voir faire des sorties musclées, des conférences de presse, dénoncer Trump. Il y a une impression, vue d'ici, que les démocrates sont morts. Là. On comprend qu'ils ont perdu l'élection puis ils en sont sortis un peu KO, là, comme un boxeur sonné là, qui se tient après un câble. Mais là, les gens comprennent pas qu'au fil des mois qui passent, qu'il n'y a pas un leadership démocrate qui se relève puis qui participe à l'opposition à Donald Trump. C'était mon deuxième choix de chronique ce matin, parler de l'absence des démocrates. Ça fait 2 semaines, 3 semaines. Tu sais, tu peux accepter que pendant 2, 3 semaines, 1 mois après l'investiture d'un nouveau président, tu te tiens tranquille, tu donnes une chance, il y a une certaine élégance. Monsieur Trump n'a pas nécessairement, lui, ces élégances-là, mais lui, il pose tellement de gestes controversés. Trump dit comment... Exact. Je te jure, nos auditeurs se posent la question nombreux. Où sont les démocrates?
Mais c'est une vraie bonne question. Et le premier test de la capacité des démocrates à se mettre en travers de la route, c'était justement ce bill, cette loi sur la continuation des opérations, pardonne l'anglicisme ou le mauvais français, continuation en anglais, pour permettre de payer les opérations. Et plusieurs démocrates disaient, ben non, il faut juste arrêter, puis on vivra avec les conséquences, mais on va faire en sorte de montrer à tout le monde que c'est pas justement un régime autoritaire et qu'on peut arrêter le président Trump, avec les conséquences politiques pour les démocrates, de passer pour les responsables de ce que déjà dans un contexte où des gens sont mis à pied, on va fragiliser la fonction publique, on va faire en sorte que certains ne recevront pas l'argent qu'ils attendent. Donc les démocrates étaient vraiment à cheval là-dessus, mais ça pose cette vraie question. Où sont-ils? Que font-ils? Où est le leadership? Chose certaine, ceux qui ont quelque chose à gagner sur un horizon lointain sont très discrets en ce moment, ne brûlent pas de capital politique contre Donald Trump et son équipe. Et c'est là que le vice-président Vance devient intéressant, parce qu'il articule quelque chose qui est beaucoup plus que l'espèce d'arrivée habituelle d'un président. C'est une révolution intellectuelle, une révolution idéologique qui change les paradigmes complètement et où justement, l'éternelle capacité des démocrates et des républicains sur certains enjeux à s'entendre ensemble. C'est jamais publicisé, on en a souvent parlé, mais sur les enjeux de sécurité nationale, de dépenses militaires, sur un certain nombre de choses, démocrates et républicains, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, étaient capables de se prendre par la main et de voter ensemble. Et là, cette mécanique, elle s'est grippée. Et les démocrates cherchent évidemment leur nord, cherchent surtout à se positionner sur l'horizon des midterms, des élections de mi-mandat, dans maintenant 19 mois, avec une campagne qui va commencer dans les prochaines semaines et mois, parce que s'il y a un espoir pour les démocrates, c'est de reprendre la Chambre, pas le Sénat, mais certainement la Chambre, où c'est serré, puis les élections présidentielles, avec, par exemple, un Gavin Newsom, gouverneur de la Californie, qui, en plus d'être le beau genre qu'il est depuis toujours, parce que il est l'image parfaite, l'image quintessentielle du candidat présidentiel, il y a tout le look, mais est en train de redessiner aussi sa posture politique. Et dans il un se détache du wokisme, entre autres. Là, il a lâché certaines causes woke, là. Sur l'enjeu, ou que d'ailleurs Trump martèle régulièrement, est-ce qu'on doit permettre à des femmes trans, donc des gens qui sont biologiquement nés avec un sexe masculin, de participer à des compétitions sportives. La Californie était la frontière de ces bouleversements en matière, je dirais d'abord, de médecine et de ce qui était permis pour de jeunes personnes, des enfants, des préadolescents, ce qu'on leur permettait de faire vers une transition. C'était la nouvelle frontière, comme la Californie l'a été pour à peu près toutes les grandes révolutions sociales qui ont changé nos vies depuis 50 ans. Et là, Newsom se positionne en disant, finalement, sur la question des athlètes trans, je suis peut-être en train de changer d'idée. J'ai peut-être même changé d'idée. Qu'est-ce que ça dit? C'est qu'il se prépare, il prépare son positionnement, son réalignement, et il n'est pas le seul. Alors, à la question, où sont les démocrates? Moi, je pense qu'ils sont au vestiaire en train de décider l'inventaire de ce qu'ils vont garder dans leurs armes de guerre et ce qu'ils vont éliminer pour aller sur un terrain où le combat a changé. Et la vraie question, c'est comment se fait-il pendant des mois, sinon des années, où il pensait être en avance et tirer un avantage concurrentiel aux élections, en avance sur les enjeux, comment se fait-il qu'il n'ait pas compris qu'il y avait un vaste mouvement de ressac qui se préparait et dont il paie aujourd'hui le prix cash, y compris les Américains et leurs électeurs qui ne les trouvent pas pour défendre leurs intérêts, parce que pour l'instant, ils sont très silencieux. Merci Stéphane, bonne fin de semaine.